Il n'y a pas de mauvaises équipes, il n'y a que de mauvais managers. La bonne nouvelle dans cette phrase, c'est que toutes les équipes peuvent gagner. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de bonne équipe sans bon manager. Et pour que le manager puisse assurer la meilleure performance au niveau de ses équipes, nous pensons qu'il y a un certain nombre de préalables à atteindre. Le premier de ces préalables, c'est prendre conscience qu'il y a 3 zones de management. Nous avons défini dans notre pyramide, comme vous le voyez dernièrement, 3 zones de management. Une zone de management que nous avons qualifiée de zone de performance basse, une zone de performance optimum et une zone de rupture. Si on commence par la zone de performance basse, on se rend compte que le manager est plutôt apprécié par ses équipes. C'est quelqu'un qui est aimé. Mais d'un autre côté, c'est un manager qui ne règle pas vraiment les problèmes, qui est plutôt facilitant, qui est parfois trop gentil. Ce qui fait qu'assez rapidement, on se rend compte qu'il ne challenge pas le statu quo, qu'il n'opère pas le règlement des problèmes qui doivent être gérés et que par conséquent, petit à petit, la performance s'effrite et qu'en bout de course, si on laisse ce phénomène perdurer, on se rendra compte que l'amitié du début vis-à-vis du manager fait place à une défiance et une remise en cause personnelle. La zone optimum, qui est la zone la plus intéressante, dans laquelle tout manager doit essayer en permanence de rester, c'est celle où les objectifs qui sont fixés sont les objectifs atteignables, mais néanmoins permettent à l'équipe de porter une ambition. C'est là où le manager va vraiment incarner par son exemple, son travail, sa compétence, sa qualité des interactions et de sa communication, son humanité également, va complètement incarner les valeurs qui font le ciment de l'équipe et qui font que pour tout un chacun, il y aura en permanence une référence à laquelle ils pourront se référer. Dans ce type de réglage, on se rend compte que le manager va être plutôt un manager facilitant, accompagnateur, coach, formateur, informateur. Il est là pour permettre aux talents de ses équipiers de s'exprimer, mais ce n'est pas quelqu'un qui va écraser et qui va essayer de tout ramener à lui. Nous avons enfin défini une troisième zone qu'on a appelée la zone de rupture et qui malheureusement aujourd'hui, dans certaines entreprises, est devenue le droit commun du fonctionnement. C'est une zone dans laquelle le manager va peut-être avoir une communication institutionnelle qui correspond tout à fait aux standards, aux derniers standards d'animation, de communication, du storytelling, mais derrière, la pratique et la réalité restent détestables et assez archaïques. On y retrouve des managers où il y a une différence entre leur discours et leur propre pratique. On se rend compte que ce sont des managers qui parfois ne vont pas assumer complètement leurs responsabilités et vont très rapidement engager la responsabilité personnelle de leurs collaborateurs. Ce sont des managers qui consomment énormément d'équipes, qui vont en permanence changer, en permanence sortir de l'entreprise des gens. Ce sont des personnes enfin qui n'hésitent pas à utiliser des méthodes qui sont des méthodes qu'on pourrait appeler comme étant du management pression, c'est-à-dire un peu le management à la terreur. On finit par diviser, on essaye d'insuffler quelques phrases qui sont là pour inquiéter les équipes, laissez sous-entendre si vous ne faites pas ce que je dis, vous allez voir ce qui va vous arriver. Et assez rapidement, quand on est dans cette zone rouge, c'est la zone de souffrance au travail, la zone de rupture, parce que contrairement aux 2 précédentes zones qui sont des zones où on peut encore arriver à récupérer les choses, on peut être dans des scénarios irréversibles dans cette troisième zone-là, c'est-à-dire l'entreprise peut perdre des talents. Généralement, on a beaucoup d'arrêts maladie, on a beaucoup de démissions. On se rend compte assez rapidement que les clients sont de moins en moins satisfaits et que les résultats commerciaux, pour des raisons inexpliquées, même si le manager a toujours la bonne explication qui va bien, commencent à diminuer et parfois même s'effondrent sur certains pans de l'activité de manière très significative. Deuxième élément, en dehors de ces 3 zones à avoir à l'esprit pour gérer finement son équipe, qui me paraît important, c'est celle de l'ego et celle du leadership. On en a vraiment beaucoup fait en matière de leadership. Juste un exemple que tout le monde a à l'esprit, tout le monde sait que dans une équipe, et si on fait un parallèle qui est très pertinent en management avec le sport, tout le monde sait que quand dans une équipe, on a des égos très forts, mal maîtrisés, ou quand on a un leader qui veut tout ramener à lui, qui veut écraser les autres, eh bien c'est le début de la fin de l'équipe, puisqu'on n'arrive pas à avoir ces réglages et on n'arrive pas à avoir une cohésion et une communauté. Ce qui est important dans une équipe, c'est justement le caractère collectif. Tout le monde s'accorde pour dire que ce qui fait la richesse d'une équipe, c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective, ce qui veut dire que l'ensemble de l'équipe, la dynamique de l'équipe produit des résultats généralement très largement supérieurs à la somme des différentes qualités individuelles. Et malgré cette affirmation qui semble admise par tout le monde, on se rend compte à l'observation tous les jours que malheureusement, ça n'est pas appliqué
et c'est assez mal appliqué. Et je pense qu'une des causes, ce sont les managers qui ne veulent pas oublier leur ego, se mettre plutôt en management servant de leur équipe. Ils sont là au service de l'objectif commun et pas tellement pour briller en tant qu'individu, essayer de tout ramener à eux. C'est pour ça que dans le leadership, je suis pour ma part plutôt assez sceptique vis-à-vis de ce qu'on fait aujourd'hui autour du leadership, où je trouve qu'on en fait trop. Moi, je pense que chacun a sa place, chacun doit remplir sa mission, et que ce qui permet le ciment, c'est vraiment le bon manager ou le bon leader, qu'il ne faut pas trop en faire. Les surhommes, malheureusement, ça n'existe pas. Il y a également un troisième point qui me tient à cœur, c'est celui de l'opposition entre la coopération et la compétition ou la concurrence. On en fait trop en matière de compétition et de concurrence. Il suffit d'observer, et notamment j'ai eu l'occasion d'observer beaucoup d'équipes commerciales différentes dans différentes entreprises. Si on va trop loin dans ce domaine, c'est le règne de l'individualisme et plus du tout du collectif. Et je pense qu'à terme, à moyen terme et à long terme pour les entreprises, c'est quelque chose de très destructeur. Beaucoup de nos systèmes de rémunération complémentaire, beaucoup de nos systèmes de bonus sont en définitive fondés sur des critères qui sont exclusivement et uniquement individuels. Je ne sous-estime pas la qualité individuelle et la récompense ou la juste récompense du travail et de la performance individuelle. Mais je crois qu'il faut être capable de récompenser une dimension qui me paraît extrêmement importante, qui est beaucoup trop sous-estimée, qui est celle de la coopération. Je pense qu'on va plus loin quand on instaure des règles de coopération au sein des établissements, et plus ils sont grands, plus les synergies et les coopérations entre les services, entre les individus, créent de la valeur. Et donc par conséquent, aujourd'hui, on se rend compte que cette partie-là du métier, que cette partie-là de l'appréciation des individus est beaucoup trop laissée de côté. Enfin, mon dernier point, et je pense que beaucoup de ceux qui écouteront cette vidéo ont été comme moi, sur les réseaux sociaux, on a vu les confidences d'un ancien RH qui expliquait, on dirait un ancien RH reconverti à des bonnes méthodes, qui expliquait toutes les combines, toutes les techniques, toutes les tactiques qu'il a utilisées tout au long de sa carrière pour essayer d'expulser, de sortir, de licencier assez facilement un certain nombre de collaborateurs pour des causes et des raisons ou des motifs plus ou moins valables. Je pense qu'il est important que dans les entreprises, la RH soit complètement indépendante et autonome, on va dire des managers opérationnels, fussent-ils à des niveaux relativement élevés. À défaut, on se retrouve dans des entreprises où assez souvent les RH sont utilisés comme des supplétifs. Alors quand le leader et le manager est quelqu'un d'assez inspiré, de positif et qu'il prend de bonnes décisions, qui va dans la bonne direction, ça n'a aucun dégât. Mais imaginez une RH au service d'un manager qui ressemblerait au mauvais manager que j'ai énoncé dans ma première partie. Et là, on se retrouve dans l'abus de droit pur et simple. Et malheureusement, il faut reconnaître que dans certaines entreprises, c'est une situation qui est monnaie courante, où le bon vouloir ou le fait du prince suffit pour que l'ARH passe en exécution. Alors qu'en définitive, si vraiment il y a un département qui est garant de la mise en œuvre des valeurs fondamentales de l'entreprise au sein de l'entreprise, c'est effectivement la RH. C'est pour ça que je plaide pour une RH qui serait complètement, non pas désincarnée par rapport au reste de l'entreprise et de ses obligations, mais autonome des managers opérationnels afin d'avoir un contre-pouvoir dans les décisions qui concernent les hommes et les femmes qui composent l'entreprise. Voilà très rapidement quelques idées qui doivent permettre à l'ensemble des équipes de réussir et aux managers de prendre conscience que les résultats de leur équipe sont le meilleur indicateur de la qualité de leur management. Beaucoup d'entreprises y arrivent, beaucoup de managers, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail chez certains managers et par conséquent c'est un sujet qui n'a pas fini d'être travaillé.